maillage, on va dire, territorial, c'était le courant et 80% des actes pour déterminer et ensuite envoyer à l'hôpital. Voilà, vous avez le premier recours, voilà, premier recours. Donc on est vraiment devant une difficulté. Nous n'avons pas les organisations de premier recours dont nous avons besoin. On voit bien que de moins en moins de médecins généralistes investiront les territoires ruraux parce que on a l'impression que ce sont des médecins de seconde zone. Et donc il faut revaloriser l'action du médecin qui veut rester auprès de ses patients, mais on n'en prend pas du tout le chemin. On voit bien que aujourd'hui, moi j'ai plein d'amis dans le milieu médical, mais ils disent mais c'est des tarés encore ces médecins généralistes qui veulent encore jouer la bonne sœur ou le bon samaritain au milieu rural. Ils travaillent des heures impossibles, ils ont des actes à 23 €. Aujourd'hui, si on prend quel serait aujourd'hui le niveau de l'acte de médecine générale de base, si on prenait l'année 75, 35 €. 35 €, si on avait juste pris le coût de l'inflation. Mais fondamentalement, au-delà de la démographie, il y a une question d'organisation médicale. Et on leur demande d'en faire toujours plus, et les jeunes médecins aujourd'hui veulent aussi travailler dans les mêmes conditions que n'importe quel professeur ou ingénieur, c'est-à-dire avoir aussi un cadre de vie personnel et familial et professionnel. Donc il y a une vraie redistribution des missions, de la formation, parce que aussi la formation des généralistes aujourd'hui, quand on leur demande quand même de faire 12 voire 15 ans de médecine à 23 € de l'acte, ils préfèrent bien sûr partir dans une spécialisation. Donc voilà, à mon avis, un vrai travail sur lequel élus, responsables qui travaillent sur tous les aspects médicaux, et il faut qu'on se retrouve autour d'une table et puis redistribuer un peu les rôles, parce que si on construit des maisons de santé, on voit bien ce que ça produit derrière. Vous l'évoquiez, il ne s'agit pas, nous les élus, on nous demande toujours de participer financièrement à des installations, et puis les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que l'on souhaiterait. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu bancal. Donc évitons de travailler comme ça d'une façon un peu, je dirais, rapide, arbitraire, sans recul, pour faire plaisir à un programme, je dirais, presque virtuel. Oui. On n'a pas les moyens, quand même, à 23 € par mois, de prendre une secrétaire qui pourrait s'occuper de tout ça, voilà. Qui serait polyvalente, voilà. Mais en fait c'est ça dont on a besoin. Et peut-être que les territoires ruraux, si un médecin ou un groupe de médecins, vous leur dites, vous êtes libéraux, mais nous on prend en charge la secrétaire, on s'occupe de tous vos petits soucis, mais il serait ravi. Bien sûr, et c'est ce qu'on a fait dans Loir-et-Cher. Et dans Loir-et-Cher, en 18 mois, oui. On a réussi à avoir, au début il y avait 6 médecins généralistes adhérents, on en est à 18. En 18 mois, 2 installations de jeunes médecins. Pourquoi? Parce qu'on a fait 2 choses basiques, parce que tout simplement on écoute les médecins généralistes. Nous, on a noté une chose par rapport au secteur de la bride angicienne, c'est que déjà le fait d'améliorer les conditions de travail du train sur Paris qui nous met à 40 minutes de Paris peut déjà attirer une population où on peut considérer que ou monsieur ou madame va travailler effectivement en libéral et le partenaire a un moyen d'accès pour aller sur une grosse ville. Ça, c'est une chose aussi à prendre en compte. La thèse que je défends, globalement, vous avez raison sur cet aspect-là, la thèse que je défends, c'est que je dis ce ne sont pas les territoires, globalement, qui ne sont pas attractifs, c'est l'exercice professionnel proposé sur ce territoire qui ne l'est pas. La première, c'est ce que vous dites, comment faire en sorte qu'il y ait de vrais secrétariats médicaux et non pas les ersatz d'appels téléphoniques. Et un vrai métier qu'est la secrétaire médicale. J'archive, j'oriente les patients, je connais bien le dispositif sanitaire, je fais la différence entre du social, du sanitaire, j'accompagne. Donc il y a tout un travail vraiment en proximité autour de la secrétaire médicale. Et une secrétaire médicale, mais qui est en réseau, qui a des nouvelles technologies, qui a été formée avec les nouvelles. Qui est polyvalent. Voilà, c'est ce qu'on a mis. Voilà, c'est ce qu'on a mis en place. C'est ce qu'on a mis en place dans Loir-et-Cher. Et cette secrétaire médicale, elle est formée avec les hospitaliers, les permanentiaires du centre 15. Elles se connaissent, elles apprennent à réguler. Et c'est comme ça qu'on a diminué 10% des activités. Le deuxième recours, ce sont les spécialistes. Et le recours hospitalier, c'est-à-dire quand on n'a pas pu traiter une question avant, eh bien, elle arrive à l'hôpital. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux territoires ruraux, parce que je crois fondamentalement que la proximité va avec l'avenir dans le sens du système de santé, c'est-à-dire d'être mieux soigné au coût le plus acceptable
socialement aujourd'hui en France. Entre les nouvelles technologies et ces organisations, on peut continuer à garantir un accès aux soins en proximité aux Français. Et le grand danger, c'est ce que vous notiez, et les ARS s'en font en partie les pilotes, c'est une vision très jacobine du système de santé, c'est-à-dire on recentre dans les moyens, dans des grands centres où on fait tout. C'est dramatique, hein. L'application de la T2A dans l'hôpital, c'est dramatique. Parce que, et d'une... Alors la T2A, c'est, le principe est le suivant. On va rebondir un peu sur la sémantique. Voilà, on va rémunérer l'hôpital. Donc par exemple, vous avez une épisiotomie, eh bien, une épisiotomie, ça coûte tant, dans telles conditions, pour tel type de patient. Vous avez deux choses, il y a deux choses dans l'hôpital. Vous avez la structure juridique qui est l'hôpital, avec les moyens et la culture d'organisation, et après il y a les différents départements sanitaires qui sont. Et c'est pas ça, c'est ça la différence. Demain, par exemple, la FHF, chose très intéressante, je sais pas si vous l'avez noté, la FHF, donc Fédération Hospitalière de France, dit, ben nous, en tant que fédération avec nos adhérents, plutôt publics, nous sommes prêts à prendre en compte la désertification des territoires ruraux. Mais ça sera une catastrophe, parce qu'on va déployer des moyens et une culture hospitalière sur quelque chose qui n'a rien à voir, qui est le premier recours. Les CHU font tout. La moitié des CHU de France font tout, sauf ce pourquoi ils ont été créés. Le CHU de Limoges publie jamais, le CHU de Poitiers publie jamais. Il y a universitaire dans le mot, il y a recherche. C'est pour ça que je voudrais rebondir sur votre idée. Quand vous dites que l'hôpital fait le long séjour, je vous garantis que vous ne devez sûrement pas connaître tout à fait l'hôpital. Non, justement, je dis justement, c'est pas ce que l'hôpital doit être. Mais à l'heure actuelle, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, ceux qui donnent le là du système de soins français, c'est pas les ARS, c'est les CHU. Les centres hospitaliers universitaires. Que tout le monde comprenne, ARS. Alors, Agence régionale de santé. C'est-à-dire une logique, derrière des logiques de mutualisation. Je connais bien, en tant qu'économiste, les logiques de mutualisation. Derrière, en fait, vous apercevez que c'est absolument pas de la mutualisation. Donc, vous avez un système qui se désorganise, qui se centralise énormément. Moi, je milite, par exemple, pour aller dans votre sens, je pense, pour des plateaux techniques de proximité. C'est-à-dire qu'on peut garder une chirurgie de proximité, par contre, il faut que le chirurgien bouge. Il faut que le chirurgien viscéral, dans vos plateaux techniques de Saint-Flour, eh bien à la fois, il travaille aussi à Clermont, dans l'excellence du CHU de Clermont, au niveau du viscéral. C'est à lui de bouger. Et dans des communautés hospitalières de professionnels, où on garde l'excellence, tout en gardant la proximité. Je dois à la fois faire un acte de chirurgie viscérale, je dirais, relativement banal, tout en permettant, parce que c'est ça aussi qui motive professionnels et jeunes chirurgiens, c'est que je continue à exercer de la chirurgie de haut niveau qui va me motiver. On est tous conscients de ce que vous dites. Quel est le levier d'ingénierie, vous en faites part ce soir, merci, pour pouvoir faire cette maïotique-là, puisqu'on n'a pas la compétence à la fois politique, administrative, un peu intellectuelle, peut-être grâce à vous. Je dirais, on est là-dessus. On est devant des ambiguïtés fortes. Et on se fait avoir par des marchands, quels qu'ils soient. C'est vrai qu'on trouve les solutions souvent quand on pose la bonne question. Il faut savoir bien l'expliquer. Là, on rentre dans la deuxième partie. Donc, je vous propose de répondre à la question de monsieur. Et on voit bien, en effet, dans la salle, des questions plutôt posées par des élus, plutôt par des responsables locaux. Je suis frappé du manque de conscience et d'appréhension des questions sanitaires des parlementaires. Les quelques parlementaires qui s'y intéressent, bizarrement, ce sont les sénateurs. Et quand ils demandent des rapports, on leur dit tout va très bien, madame la marquise. Il faut voir que nos parlementaires, d'abord, sont aveugles parce qu'ils ont très peu d'expertise à leur disposition. Ils dépendent des services exclusivement de l'État. Et à la fois, ils ont toute une information qui les rassure. Quand vous avez des élus qui, inaugurent des maisons de santé, combien de parlementaires inaugurent des maisons de santé, ils ont l'impression qu'ils ont déjà la réponse aux questions de demain. Je pense que la décentralisation nous apporterait un grand bol d'air frais dans la technocratie sanitaire. On a créé quand même des agences régionales de santé au niveau régional. Il serait bien quand même qu'il y ait une représentation démocratique au même niveau pour pouvoir contrôler ce qui s'y fait quand même. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Vous avez des conférences régionales de territoire qui sont quand même des enfumages de première pour les élus. Moi, je suis frappé, je côtoie beaucoup les élus ruraux, de leur conscience des enjeux. Je suis frappé, parce que j'en côtoie les parlementaires, de la non-conscience des enjeux. Alors après, revenons sur les territoires. Qu'est-ce qu'il y a à la disposition? Eh bien, il y a les maisons de santé, vous avez dit ce qu'il y en a.
Il y a des nouveaux modes de rémunération, enfin, il y a quelques outils, mais globalement, nous n'avons que très peu d'outils. Et moi, je milite pour justement dire, à partir des innovations, à partir des acteurs du terrain en France, et il y en a beaucoup qui essaient de répondre et qui y arrivent à répondre à des questions, utilisons ce qu'ils ont fait. Par exemple, un élément important sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mieux organiser, renforcer les secrétariats médicaux des médecins généralistes. La planification des plannings individuels des médecins généralistes. C'est-à-dire que, donc c'est tout bête, sur une journée, il y en a un qui ne fait que l'urgence de jour, le non programmé de jour. Et tous les autres, du coup, ne font que le programmé des rendez-vous qui étaient prévus. Et bien du coup, ça a permis à ces jeunes femmes qui se sont installées de savoir qu'un jour par semaine, eh bien, elles étaient en permanence de jour. Mais le reste du temps, elles commençaient à 9h et elles finissaient à peu près à 19h. Et rien que ça sécurise complètement une partie de l'installation. Eh bien, l'ARS, ça ne m'intéresse pas du tout, au-delà du discours. Pourquoi? Eh bien, parce que ça pose le problème de fond, c'est comment je prends des moyens à un endroit pour les mettre au bon lieu, mieux organiser le système. À court terme, moi je n'ai identifié que 3 solutions. Le médecin étranger, le médecin roumain dont on parle beaucoup, aussi il n'est pas inséré avec les médecins généralistes, avec les élus qui les aident, etc. Eh bien le médecin roumain, au bout de 2-3 ans, mais il n'est plus là. Deuxième, c'est le centre de santé. C'est ce qu'on a fait dans le Limousin et la Ferté-Bernard en Sarthe. Eh bien, une communauté de communes crée un centre de santé, salarie des professionnels de santé des médecins généralistes, et la communauté de communes paye le delta parce que le centre de santé n'est pas équilibré par le paiement de l'assurance maladie, et ça on le sait depuis 40 ans, et on crée un centre de santé. Et la troisième solution, alors là encore plus terrible, c'est de dire, eh bien, on utilise, parce que vous savez, il y a une ressource de médecins généralistes sur le territoire qui existe, et qui n'est pas installée, ce sont les remplaçants. Il y en a 11 000 en France. Et bien dans certains territoires, en fait, on fait une collection de remplaçants et ça nous fait un médecin généraliste à temps plein. Et pourquoi ils ne s'installent pas? C'est pas parce que c'est des méchants, ils ne sont pas gentils et qu'ils se foutent de la gueule des gens, non. C'est que tout simplement les conditions d'installation aujourd'hui sont rédhibitoires par rapport au système dans lequel nous sommes. On va contraindre les jeunes médecins à s'installer là où on a besoin. Qu'est-ce que vont dire collectivement ces jeunes médecins? Ils vont dire, très bien, monsieur les politiques, vous voulez nous installer dans des trucs. À ce moment-là, on devient salarié. Donc c'est le droit du travail, c'est le contrat de travail individuel, c'est plus la convention collective des partenaires sociaux. Donc vous me devez quels locaux, quelles garanties de qualité, quelles assurances, etc. Donc vous faites tout le schéma, nous n'avons absolument pas l'organisation en capacité d'accueillir massivement les jeunes médecins dans les territoires ruraux, quand bien même nous les obligerons. Parce qu'il y a quand même une constitution en France, et donc on ne peut pas encore aujourd'hui en France dire aux gens, vous allez travailler de cette manière-là. La grosse solution politique, ça serait de décentraliser, et ça c'est en effet vraiment votre vision. La création de maisons de santé, je crois qu'on a compris que vous étiez à la fois fan et pas fan, en fonction, je vais dire, de la mise en place. On peut également noter peut-être une vraie réflexion sur les nouveaux modes de rémunération. On va dire ça, c'est plutôt institutionnel, des réflexions de profondeur. Par contre, au quotidien, en effet, au niveau des actions rurales, de mairie, on a le développement, en effet, de la secrétaire médicale. Il y a une idée intéressante, que je trouve particulièrement intéressante, c'est, je vais être grossier dans les termes, c'est une société civile de moyens organisée autour du chef d'entreprise qu'est le médecin, parce que vous êtes dirigeant d'entreprise. Il y a une solution que je représente qui n'a pas été abordée, parce que pour l'instant c'est un vrai débat de fond sur les mutuelles complémentaires, parce que la vraie problématique c'est que la charge est au patient, mais ça va bien d'un côté, mais de l'autre côté on va se retrouver aussi confronté à une hausse et donc une prestation à la carte. Centre de santé, plutôt que la maison de santé, qui est encore un autre format. Moi j'avais compris maison de santé, c'est pas la même chose que le centre de santé. La maison de santé, c'est une façon de revisiter ce qui historiquement était le centre de santé. Ah, d'accord, ok, d'accord. Alors la collection de remplaçants, ça j'ai trouvé ça intéressant, c'est de mieux harmoniser la collection de remplaçants, c'était ça l'idée? Oui, ça existe, mais essayer de l'organiser, de le structurer. Voilà. Et si nous voulons ces nouvelles organisations, je pense que là où on en est, ça peut changer, et ça passe très largement par le financement de la sécurité sociale.